On a dit à ma fille adoptive de 7 ans qu'elle n'était pas de la vraie famille. Devant tout le monde. On lui a interdit de figurer sur la photo. Elle a pleuré en silence toute la nuit, le cœur brisé. Mon mari, lui, était paralysé par le respect toxique qu'il vouait à sa famille. Moi, je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. J'ai préparé ma vengeance dans le secret. Et quelques heures plus tard, j'ai détruit leur monde bâti sur l'orgueil et les mensonges. Laissez-moi vous raconter comment une simple réunion de famille en Normandie est devenue le théâtre d'une implosion qui a changé nos vies pour toujours. Mais avant de plonger dans les détails de cette journée qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Quelle ville, quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore lire tous vos messages et voir jusqu'où mes histoires voyagent à travers le monde. Allez, maintenant que vous êtes installés, c'est parti. Le manoir des Tilleuls se méritait. Il fallait quitter l'autoroute, s'enfoncer dans le bocage normand par des routes si étroites que les branches des pommiers caressaient les vitres de la voiture. À chaque voyage, je ressentais la même chose, la sensation de remonter le temps, de quitter mon monde pour entrer dans le leur. Un monde de traditions immuables, de secrets bien gardés et de règles tacites que je n'avais jamais tout à fait maîtrisées. À côté de moi, Bastien conduisait, les mains crispées sur le volant. Un sourire flottait sur ses lèvres, mais il n'atteignait pas ses yeux. Il aimait sa famille d'un amour complexe, un mélange de loyauté profonde et de lassitude infinie. Ces réunions annuelles étaient pour lui un devoir, une épreuve à surmonter. À l'arrière, Manon était un concentré de pure excitation. Regarde maman, des vaches. Et là, un cheval. On dirait un château de princesse, la maison de mamie Odette. Elle ne l'appelait pas « mamie » par lien de sang, mais par pure affection enfantine, une affection que la principale intéressée n'avait jamais daigné lui rendre. Pour Manon, ce voyage était une aventure. Pour moi, c'était une incursion en territoire hostile. 3 ans. Cela faisait 3 ans que Manon était notre fille. 3 ans que sa présence avait chassé le silence de notre appartement parisien, le remplaçant par des rires, des chansons et le bruit des petites voitures sur le parquet. Le parcours de l'adoption avait été un chemin de croix administratif, un marathon d'attente et d'espoir. Mais tout s'était effacé le jour où nous l'avions rencontrée. Une petite fille de 4 ans, avec des yeux immenses et graves, qui nous avait observés longuement avant de poser une simple question. « Est-ce que vous avez un chat ?» Ce jour-là, j'avais su que mon cœur avait trouvé la pièce manquante. Je l'aimais d'un amour primal, féroce. Un amour qui me donnait l'illusion de pouvoir la protéger de toutes les blessures du monde. En franchissant le grand portail en fer forgé du manoir, mon estomac s'est noué. La bâtisse était impressionnante, presque intimidante, avec ses murs de pierre recouverts de lierre et ses hautes fenêtres qui semblaient vous observer. L'air sentait l'herbe coupée et les pommes mûres. C'était idyllique. Un piège parfait. Les premiers contacts furent chaleureux. Des oncles nous ont serré la main, des tantes nous ont embrassés, des cousins ont ébouriffé les cheveux de Manon. Elle, si sociable, a rapidement rejoint le groupe d'enfants qui jouaient déjà au ballon dans l'immense parc. Je la suivais du regard, un sourire aux lèvres, la voyant courir et rire au milieu des autres. Un instant, un bref instant, j'ai cru que cette année serait différente. Que nous serions enfin, simplement, une famille parmi les autres. C'est alors que je l'ai vue. Odette. La grande-tante de Bastien, la matriarche. Elle était assise sur un fauteuil en osier sur le perron, droite comme un i, observant son petit monde s'agiter. Elle était le centre de cet univers, le soleil noir autour duquel tous les autres gravitaient. Elle a fait un signe de tête à Bastien, un « bonjour » qui sonnait comme une convocation. Elle m'a accordé un regard bref, dénué de toute chaleur, un simple constat de ma présence. Et puis ses yeux ont balayé la pelouse, sont passés sur Manon sans s'arrêter, comme si ma fille était transparente, un courant d'air, une chose sans importance. Le froid de son indifférence m'a saisi. Ce n'était pas de la haine. C'était pire. C'était une négation. La négation de l'existence même de mon enfant. Bastien a dû sentir ma crispation, car il m'a glissé à l'oreille, « Laisse tomber. Elle ne changera jamais. » Il avait raison, elle ne changerait jamais. Mais ce que personne ne savait, c'est que moi, ce jour-là, j'allais changer. J'allais changer pour toujours.
J'aurais dû comprendre à ce moment précis que la paix était impossible. La seule issue serait la guerre. Le déjeuner fut une longue pièce de théâtre. 30 personnes attablées sous les pommiers, jouant la comédie de la famille heureuse. Les conversations fusaient, légères et superficielles, un bourdonnement incessant qui masquait mal les tensions sous-jacentes. Je me suis efforcée de participer, de répondre aux questions sur notre vie à Paris, sur mon travail. Chaque mot était un effort, chaque sourire une façade. Manon, assise sagement à côté de moi, coloriait dans un cahier que j'avais eu la prudence d'apporter, absorbée par son monde de princesse et de dragon, encore à l'abri de la subtile cruauté des adultes. Odette, en bout de table, régnait en silence. Elle n'avait pas besoin de parler beaucoup. Sa seule présence suffisait à imposer sa loi. De temps en temps, elle lâchait une phrase, une remarque, et la conversation s'arrêtait, tout le monde buvant ses paroles avant de reprendre son cours, légèrement dévié par son intervention. C'est au moment du plateau de fromage, ce monument de la gastronomie française, qu'elle décida de lancer sa première offensive. La discussion portait sur l'avenir du manoir. Un cousin suggérait d'y faire quelques travaux de modernisation, d'ouvrir peut-être des chambres d'hôtes pour aider à l'entretien colossal de la bâtisse. Des étrangers dans la maison de nos ancêtres ? Quelle idée absurde, a tranché Odette. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une autorité qui ne souffrait aucune contestation. Cette maison a une âme. Elle est imprégnée de notre histoire, de notre sang. Chaque pierre, chaque meuble, raconte qui nous sommes. On ne galvaude pas un tel héritage. La famille, la vraie, ce n'est pas un commerce. C'est une question de lignée. Une chaîne ininterrompue qui remonte à des siècles. En prononçant le mot « vrai », son regard a glissé vers moi, puis vers Manon, juste une fraction de seconde, mais c'était suffisant. Le message était limpide. Nous n'étions pas « vrais ». Nous étions une anomalie, une pièce rapportée. J'ai senti la colère monter en moi, une vague chaude et amère. J'ai posé ma main sur la tête de Manon, un geste instinctif de protection. Bastien, livide, a tenté une diversion. En parlant d'héritage, tante Odette, j'ai vu que le vieux portail aurait besoin d'un bon coup de peinture. C'est un travail que je pourrais superviser cet automne si tu es d'accord. La peinture peut attendre, l'a-t-elle interrompu sèchement. Il y a des choses plus importantes. Il faut savoir distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Ce qui est permanent de ce qui est passager. Encore une fois, l'allusion était si claire qu'elle en était douloureuse. C'est alors que Grégoire, son fils dévoué, a jugé bon d'en rajouter une couche. Il arborait ce sourire suffisant que je lui avais toujours connu, le sourire d'un homme qui n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Maman a raison. Il faut faire attention au mélange. C'est comme en jardinage. Si on laisse une plante étrangère envahir un parterre, elle finit par étouffer les fleurs d'origine. Puis, avec une fausse bonhomie qui me donna la nausée, il s'est adressé directement à Manon. Alors ma jolie, tu es sage comme une image. Dis-moi, ça ne te manque pas, de ne pas savoir d'où tu viens ? De ne pas connaître tes vrais parents ? Le crayon de Manon s'est arrêté. Elle a levé ses grands yeux interrogateurs vers Grégoire, puis vers moi. La question était trop complexe pour elle, mais elle en avait saisi la violence. Elle avait senti qu'on parlait d'elle, qu'on la mettait à part. Avant que je puisse trouver les mots, une réplique qui ne soit pas un hurlement de rage, Bastien a posé sa fourchette avec un bruit sec. « Grégoire, je te demande de t'arrêter. » Odette est intervenue, le visage dur comme la pierre. Elle n'a pas regardé son fils, mais son neveu. « Bastien. N'oublie pas à qui tu parles. Et n'oublie jamais que c'est l'argent de cette famille, notre argent, qui a payé l'école de commerce qui te permet aujourd'hui de faire le malin à Paris. Un peu de respect. » La phrase a eu l'effet d'une gifle. Bastien s'est affaissé sur sa chaise, le visage défait. Il était pris au piège, pieds et poings liés par les chaînes dorées de la reconnaissance. Il venait d'être publiquement rabaissé, châtré. J'ai attiré Manon contre moi, lui murmurant à l'oreille que son dessin était magnifique. Je sentais son petit corps trembler légèrement. La fête était terminée pour elle. Les sourires étaient devenus des grimaces, le château de princesse une forteresse hostile. Et le pire dans tout ça, c'est que je savais que ce n'était qu'un avant-goût.
Le plat de résistance de leur cruauté n'avait pas encore été servi. L'après-midi s'est écoulé dans une brume irréelle. J'ai emmené Manon marcher le long de la petite rivière qui bordait la propriété, loin du brouhaha et des regards pesants. Nous avons jeté des cailloux dans l'eau, observé une libellule se poser sur un roseau. J'essayais désespérément de recréer une bulle de normalité, de la protéger de la toxicité ambiante. Mais je voyais bien qu'elle n'était plus la même. La spontanéité joyeuse avait laissé place à une réserve craintive. Elle me tenait la main plus fort que d'habitude, comme si elle avait peur que je la lâche. Vers la fin de l'après-midi, le rituel a commencé. Le photographe, un homme du village qui connaissait son rôle par cœur, a installé son imposant appareil photo sur un trépied, face au chêne majestueux qui dominait le parc. C'était l'heure de la sainte photo. Le moment où la famille se mettait en scène, affichant au monde une image d'unité et de pérennité. On se rassemble. Pour la photo. Les appels ont fusé, et les membres du clan ont commencé à s'organiser avec une précision militaire. C'était une chorégraphie répétée année après année. Odette, bien sûr, au centre du premier rang, assise sur une chaise qu'on avait apportée spécialement pour elle. À ses côtés, les autres aînés. Derrière, les couples de la génération de Bastien. Et enfin, les plus jeunes, les adolescents et les enfants, formant une frise souriante et pleine de vie. Le cœur battant, j'ai pris la main de Manon. On y va, mon ange ? Elle a hésité, son regard allant du groupe à mon visage. Elle cherchait ma permission, mon assurance. J'ai hoché la tête avec un sourire que j'espérais convaincant. Bien sûr qu'on y va. Nous faisons partie de la famille. Oh, comme ces mots sonnaient faux à mes propres oreilles. Bastien nous a rejoints, son silence en disait long sur son propre malaise. À trois, nous nous sommes avancés. Le chemin jusqu'au chêne m'a paru long d'1 kilomètre. Les conversations se sont tues sur notre passage. Les sourires se sont figés. Nous étions les intrus, les éléments perturbateurs dans leur tableau parfait. Nous nous sommes placés sur le côté, un peu à l'écart, essayant de nous faire aussi discrets que possible. J'ai arrangé une mèche de cheveux sur le front de Manon. Fais un beau sourire pour le monsieur, d'accord ? Elle a esquissé un petit sourire timide, se serrant contre moi. C'est là qu'Odette a décidé que l'humiliation n'avait pas été suffisante. Elle a attendu que tout le monde soit en place, que le photographe ait le doigt sur le déclencheur. Puis, elle s'est levée. Elle n'a pas marché vite. Chaque pas était mesuré, théâtral. La foule s'est écartée. Elle est venue droit sur nous, ses petits yeux noirs fixés sur Manon. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de nous. Elle n'a même pas daigné me regarder, ni Bastien. Elle s'est adressée directement à ma fille de 7 ans. Toi, a-t-elle dit, sa voix dénuée de toute émotion. Sors du cadre. Manon a cligné des yeux, ne comprenant pas. Odette a soupiré, comme si elle devait expliquer une évidence à une idiote. Cette photo, c'est pour la famille. La famille par le sang. Tu n'es pas du même sang que nous. Donc, tu n'as rien à faire ici. Maintenant, va-t'en. Les mots. Ils sont tombés comme des pierres. Des pierres jetées sur un enfant. Le silence qui a suivi était assourdissant. Un silence de pure lâcheté. J'ai regardé autour de moi, cherchant un regard de soutien, un signe de protestation. Rien. Des visages gênés, des regards fuyants. Ma belle-sœur, qui m'avait si chaleureusement embrassée à notre arrivée, était soudain très occupée à examiner ses ongles. Bastien a blêmi. Tante Odette, arrêtez ça tout de suite. C'est notre fille, elle fait partie de la famille. Elle est ta fille, Bastien, a-t-elle corrigé, le ton glacial. C'est le résultat de ton choix. Un choix que tu as fait sans nous consulter. N'impose pas les conséquences de tes choix à toute la famille. Puis, ignorant complètement nos protestations, elle s'est retournée vers le photographe. Dépêchez-vous, jeune homme, le soleil va se coucher. Manon a lâché ma main. Elle m'a regardé une dernière fois, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a transpercé le cœur. Il n'y avait pas de colère. Juste une infinie tristesse et une question muette, pourquoi ? Puis, elle a fait demi-tour. Avec une dignité qui aurait dû tous nous couvrir de honte, elle s'est éloignée, traversant la pelouse,
une petite silhouette solitaire s'effaçant dans l'ombre grandissante de la maison. Ma fille venait d'être exilée. Et moi, je venais de trouver ma raison de me battre jusqu'au bout. Le clic de l'appareil photo a retenti comme un coup de feu dans le silence. Ils avaient pris leurs photos. Leur précieuse, leur immonde photo de famille, pure. J'ai senti une nausée monter en moi. J'ai tourné le dos à la scène, incapable de supporter la vue de leur sourire hypocrite. Je n'avais qu'une seule pensée, une seule urgence, retrouver Manon. Je l'ai trouvée dans la chambre d'amis que l'on nous avait assignée, cette pièce aux meubles anciens et à l'odeur de lavande fanée. Elle était recroquevillée sur le grand lit, le visage enfoui dans un oreiller. Son petit corps était secoué de spasmes. Mais le plus terrible, c'était le silence. Elle s'efforçait de ne faire aucun bruit, comme si elle avait honte de son propre chagrin. Chaque sanglot silencieux était un poignard dans mon cœur de mère. Bastien était assis à côté d'elle, la main posée sur son dos, le regard perdu dans le vide. Il murmurait des mots que je ne pouvais pas entendre, des mots qui, je le savais, étaient inutiles face à une telle blessure. En me voyant entrer, il a levé vers moi un visage ravagé par la culpabilité et l'impuissance. « Je suis désolé, Élodie, a-t-il soufflé. Je suis tellement désolé. Je ne lui ai pas répondu. Ma colère n'était pas dirigée contre lui. Pas encore. Je me suis assise de l'autre côté de Manon, et j'ai commencé à lui chanter doucement la berceuse que je lui chantais tous les soirs depuis son arrivée chez nous. Et là, en voyant ma fille anéantie, une question m'a consumée. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous hurlé votre rage à la face de ces monstres? Auriez-vous fait vos valises sur le champ en jurant de ne plus jamais revenir? Ou auriez-vous commencé, comme moi, à sentir une froide détermination remplacer le chagrin, une envie de rendre coup pour coup, non pas avec des cris, mais avec une précision chirurgicale? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si j'étais la seule à penser comme ça. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué à chanter. Lentement, Manon s'est retournée et est venue se blottir dans mes bras, son visage trempé de larmes se nichant dans mon cou. Je l'ai serré fort, très fort, comme pour tenter de recoller les morceaux de son cœur avec mon amour. Et c'est là, dans l'odeur de ses cheveux et la chaleur de son petit corps, que le souvenir a surgi, avec une clarté aveuglante. Je n'étais plus dans cette chambre sombre en Normandie. J'étais de retour 4 ans en arrière, dans le bureau stérile d'une directrice d'orphelinat. La pièce sentait le désinfectant et le chagrin contenu. Manon, âgée de 3 ans et demi, était assise sur une petite chaise en plastique, ses pieds ne touchant pas le sol. Elle portait une robe trop grande pour elle et serrait un lapin en peluche élimé contre sa poitrine. Elle n'avait pas dit un mot. Elle nous avait simplement observés, Bastien et moi, avec une gravité d'adulte, ses yeux immenses semblant sonder nos âmes. La directrice nous avait résumé son histoire en quelques phrases cliniques, née sous X, parcours en famille d'accueil chaotique, trouble de l'attachement. Des mots administratifs pour décrire un abîme de solitude. Quand je me suis agenouillée devant elle, elle a eu un mouvement de recul. Je n'ai rien dit. J'ai juste sorti de mon sac un petit carnet et des crayons de couleur. J'ai commencé à dessiner une maison, avec un grand soleil et un jardin plein de fleurs. Elle a regardé mon dessin, puis m'a regardé. Pour la première fois, une lueur d'intérêt a brillé dans ses yeux. C'est à cet instant précis que je lui ai fait une promesse muette, de cœur à cœur. Je te construirai une maison, une vraie. Un endroit où tu seras en sécurité. Un endroit où personne, jamais plus, ne te fera de mal. Ce serment, enfoui sous les joies et les tracas du quotidien, m'est revenu en pleine face avec la force d'un ouragan. Je l'avais trahi. J'avais laissé quelqu'un lui faire du mal. La pire des blessures, celle qui vous fait douter de votre propre valeur, de votre droit à être aimé. La douleur qui m'oppressait s'est alors transformée en une énergie nouvelle. Une énergie froide, pure, implacable. La mère louve en moi, celle qui console et qui protège, venait de laisser la place à une autre créature. Une créature qui ne cherchait plus à panser les plaies, mais à châtier les coupables. J'ai continué à bercer Manon jusqu'à ce que sa respiration devienne plus calme, plus régulière. Elle s'est endormie d'épuisement, son visage détendu enfin apaisé. J'ai déposé un baiser sur son front. « Dors, mon amour », ai-je murmuré,
ma voix n'étant plus qu'un souffle glacé. Maman va tout arranger. Je te le promets. Demain, quand tu te réveilleras, le monde leur paraîtra bien moins juste. J'ai attendu que la respiration de Manon soit profonde et régulière avant de me lever. J'ai ajusté la couverture sur elle, puis j'ai rejoint Bastien qui faisait les 100 pas dans le couloir. Il n'osait pas me regarder en face. Qu'est-ce qu'on fait, Élodie ? On s'en va. C'est la seule solution, a-t-il dit d'une voix sourde. Partir maintenant, ai-je répondu, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Ce serait leur donner raison. Ce serait fuir. Non, Bastien. On ne part pas. Pas encore. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Leur hurler dessus ? Ça ne changera rien, tu sais bien comment ils sont. Je ne vais pas hurler, ai-je dit calmement. Hurler, c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils veulent. Voir la pièce rapportée, faire une crise d'hystérie. Non. Je vais faire bien pire que ça. Je vais les détruire avec leurs propres armes, la famille, l'héritage, les secrets. Il m'a regardé, déconcerté et un peu effrayé par la froideur de ma détermination. Avant qu'il puisse répondre, je suis descendu, le laissant seul avec ses doutes. J'avais besoin de trouver Léandre. Je l'ai trouvé près du grand cèdre, à l'écart du groupe qui s'était reformé sur la terrasse pour l'apéritif du soir, comme si rien ne s'était passé. Il fumait une cigarette, le regard perdu dans le vague. En me voyant, il l'a écrasé sous son pied avec un geste de rage contenue. Je n'ai pas de mots, Élodie, a-t-il dit. Je suis couvert de honte. Honte de porter le même nom qu'eux. La honte ne sert à rien, Léandre, ai-je répondu. L'action, si. Il a levé un sourcil. Quelle action ? Que veux-tu faire ? Tu m'as dit qu'Odette tenait tout le monde par l'argent et le respect de l'héritage. Qu'est-ce qui lui ferait le plus mal, selon toi ? Il a réfléchi un instant. Touché à sa légitimité. À son image de gardienne irréprochable des traditions. C'est tout ce qui compte pour elle. L'honneur du nom. La pureté de la lignée. C'est à ce moment que la phrase de la grand-mère de Bastien m'est revenue en mémoire, une phrase que j'avais presque oubliée, prononcée un jour où nous regardions ensemble de vieilles photos. Elle m'avait montré un portrait d'Odette, jeune et sévère. Elle a toujours été comme ça, avait soupiré la vieille dame. Obsédée par notre nom, notre rang. Mais méfie-toi de l'eau qui dort, ma petite. Les plus grands secrets de cette famille ne sont pas dans les coffres, ils dorment dans la poussière. Parfois, une simple boîte à musique peut en dire plus long que tous les testaments. Une boîte à musique. Sur le moment, j'avais cru à une métaphore poétique. Mais si c'était plus que ça ? Léandre, ai-je demandé, mon cœur s'accélérant. Y a-t-il une vieille boîte à musique dans le grenier ? Il a froncé les sourcils, surpris. Une boîte à musique ? Oui, je crois. Une vieille boîte en bois de rose qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Elle ne marche plus depuis des lustres. Pourquoi ? J'ai besoin que tu m'aides à y accéder. Pendant le dîner. Il faut que tu crées une diversion, que tu éloignes Odette et Grégoire. Il m'a regardé, ses yeux s'illuminant d'une lueur de compréhension. Il n'a pas demandé plus de détails. Il a vu que j'avais un plan, et cela lui a suffi. Sa propre rancœur envers Odette était un moteur puissant. Considérez-le comme fait, a-t-il dit avec un mince sourire. J'ai justement une excellente idée concernant un prétendu problème de bouchon sur une caisse de Pomerol 1982. Grégoire ne résistera pas. Quant à Odette, la simple idée de perdre une bouteille de ce prix-là devrait la clouer sur sa chaise. Le pacte était scellé. Je n'étais plus seule. Nous étions deux, unis par un désir de justice. La nuit tombait sur le manoir, une nuit qui, je l'espérais, allait enfin lever le voile sur des décennies de mensonges. Le dîner a commencé dans une ambiance sépulcrale. Mon absence et celle de Manon à l'apéritif avaient été remarquées. Quand je suis entrée dans la salle à manger et que je me suis assise à ma place, un silence gêné s'est installé. Je sentais tous les regards sur moi. Ils s'attendaient à des larmes, à des reproches, à une scène. Je ne leur ai rien donné de tout ça. J'ai déplié ma serviette, j'ai souri poliment au voisin qui me servait de l'eau, et j'ai attendu.
Mon calme les déstabilisait plus que ne l'aurait fait n'importe quelle explosion de colère. C'était la première étape de ma stratégie, les dérouter. Odette me fusillait du regard depuis l'autre bout de la table. Elle était furieuse que je ne lui donne pas l'occasion de me remettre à ma place une seconde fois. Elle me voulait faible et éplorée, j'étais calme et déterminée. Elle ne me reconnaissait plus. Au milieu du plat principal, Léandre a exécuté sa part du plan à la perfection. Il s'est levé, le visage feint l'inquiétude. « Mon Dieu !» s'est-il exclamé. « Je viens de me souvenir. » Le sommelier m'a averti que certaines bouteilles du millésime 82 pouvaient avoir des problèmes de bouchon. Grégoire, il faut absolument qu'on aille vérifier. Ce serait une catastrophe de perdre un tel vin. Comme prévu, l'appât était trop tentant. Grégoire, qui se piquait d'être un grand connaisseur, s'est levé immédiatement, tout comme deux de ses oncles, tout aussi inquiets pour leur futur héritage liquide. Odette, trop fière pour montrer son avidité, est restée assise, mais son attention était entièrement captivée par la discussion animée qui s'ensuivait à la porte de la cave. C'était le moment parfait. Je me suis levée, prétextant un besoin d'aller prendre l'air. Personne n'y a prêté attention. Je me suis glissée hors de la salle à manger, mon cœur battant à un rythme effréné. J'ai trouvé l'escalier de service et je l'ai monté 4 à 4. La porte du grenier était basse et massive. Elle a gémi en s'ouvrant, libérant une bouffée d'air froid et poussiéreux. Le grenier était un cimetière de vie passée. Des meubles fantomatiques recouverts de linceul blanc, des portraits au visage sévère me fixant de leurs yeux sans vie, des piles de livres aux reliures craquelées. La lumière de mon téléphone découpait des formes étranges dans l'obscurité. J'ai avancé à pas de loup, le plancher craquant sous mes pieds. La peur commençait à me gagner. Le temps était compté. Je me suis mise à chercher frénétiquement. Des malles, des boîtes en carton, des coffres. Il y en avait partout. Où pouvait bien être cette satanée boîte à musique? J'ai commencé à perdre espoir, me disant que j'avais tout imaginé, que la remarque de la grand-mère n'était qu'une chimère. Et puis, je l'ai vue. Posée sur une vieille coiffeuse au miroir piqué, comme si elle m'attendait. Elle était plus petite que dans mon souvenir, en bois de rose patiné, avec des incrustations de nacre qui brillaient faiblement sous la lumière de mon téléphone. Mes mains tremblaient en la saisissant. Elle était froide, inerte. J'ai tourné la petite clé en métal. Aucun son. Le mécanisme était bel et bien cassé. La déception m'a submergée. C'était donc ça? Une fausse piste? J'ai secoué la boîte, frustrée. Un léger bruit à l'intérieur. Pas le bruit d'un mécanisme, mais celui d'un objet qui glisse. J'ai examiné la boîte sous tous les angles. Le fond, recouvert d'un velours rouge passé, semblait mal ajusté. J'ai passé mon ongle dans l'interstice et j'ai forcé. Le fond a cédé. C'était un double fond. Mon souffle s'est coupé. À l'intérieur, bien à l'abri des regards, se trouvait ce que je cherchais. Une petite liasse de lettres, serrée par un ruban bleu ciel. Et glissé au milieu, un document officiel, plié et jauni par les ans. Un certificat de naissance. Avec des doigts gourds, j'ai déplié le papier. Chaque pli semblait pouvoir le réduire en poussière. J'ai lu. Date de naissance, 12 octobre 1943. Nom de l'enfant, Odette Hélène Dubois. Nom de la mère, Marguerite Dubois. Et puis, la case qui allait tout changer. La case « Père ». Le nom n'était pas celui que tout le monde vénérait, le nom du patriarche fondateur du « clan ». Le nom qui y était inscrit était « Pablo Romero ». Profession, artiste peintre. J'ai dû m'asseoir sur une vieille malle pour ne pas tomber. C'était donc ça, le grand secret. La gardienne du temple de la pureté du sang était elle-même le fruit d'une passion illégitime avec un artiste espagnol, probablement sans le sou, un homme que sa famille avait dû juger indigne et qu'elle avait effacé de l'histoire officielle. J'ai ouvert une des lettres. L'espagnol passionné de cet homme traversait les décennies, parlant de sa « petite colombe », sa « lumière ». Il parlait de sa fille, Odette. La vérité était là, entre mes mains. Une vérité capable de faire s'effondrer des décennies de mensonges et d'arrogance. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Ils revenaient. J'ai vite replacé les lettres,
mais j'ai gardé l'acte de naissance. Je l'ai plié et glissé dans la poche de ma robe. J'ai juste eu le temps de me cacher derrière une armoire avant que la porte ne s'ouvre. C'était juste un des cousins, cherchant de vieilles archives. Il n'a rien vu. Quand il est reparti, je suis sortie de ma cachette, le cœur prêt à exploser. Je redescendais les escaliers, non plus en victime, mais en justicière. Le dîner n'était pas terminé. Le meilleur plat restait à servir, la vérité. Retourner dans la salle à manger fut l'un des actes les plus difficiles de ma vie. Je devais paraître naturelle, sereine, alors qu'un volcan était en éruption en moi. L'acte de naissance dans ma poche pesait 1 tonne. C'était le poids de la vérité, le poids d'une vie de mensonges sur le point d'être révélée. Léandre et les autres étaient revenus de la cave, l'air déçus de n'avoir trouvé aucune bouteille défectueuse. Mon cousin m'a adressé un regard furtif, plein de questions. Je lui ai répondu par un sourire si léger qu'il était presque invisible. C'était notre code. Il a compris que j'avais trouvé quelque chose. Une tension nouvelle, palpable, s'est installée entre nous. J'ai attendu. J'ai attendu qu'on serve le dessert, un vacherin glacé dégoulinant de meringues et de coulis de fruits rouges. Un gâteau de fête, d'apparence joyeuse, tout comme cette famille. Une façade sucrée cachant un cœur de glace. L'ironie était parfaite. Les conversations avaient repris, plus forcées que jamais. On parlait politique, on parlait des vendanges. On parlait de tout, sauf de l'éléphant au milieu de la pièce, l'absence d'une enfant de 7 ans à cette table. C'est alors que je me suis levée. J'ai pris mon couteau et j'ai tapoté délicatement contre mon verre en cristal. Le tigre clair et pur a fait taire instantanément les 30 convives. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'étais devenue le centre de l'attention, exactement comme je le voulais. Bastien, à côté de moi, m'a regardé avec anxiété, se demandant ce que j'allais faire. « Pardonnez-moi de vous interrompre », ai-je commencé d'une voix que je m'efforçais de garder neutre. Mais j'aimerais profiter de ce moment où nous sommes tous réunis pour porter un toast. J'ai levé mon verre, mon regard parcourant lentement chaque visage. Je lève mon verre à la famille. Il y eut un flottement. C'était si audacieux, si provocateur après ce qui s'était passé. Quelques personnes ont levé leur verre par pure convention sociale. Odette, elle, m'a foudroyé du regard. Je réfléchissais à ce mot, famille, ai-je poursuivi, ignorant sa fureur muette. C'est un mot que nous utilisons tous les jours, mais que signifie-t-il vraiment? Est-ce simplement une question de génétique, une collection d'individus partageant le même ADN, le même nom de famille? Est-ce que c'est ça, qui fait de nous une famille? J'ai laissé la question en suspens, créant un malaise palpable. Je ne crois pas. Je crois qu'une famille, c'est bien plus que ça. Une famille devrait être un cercle de confiance. Un port d'attache. L'endroit sur Terre où l'on peut être soi-même, sans crainte d'être jugé ou rejeté. Mon regard s'est volontairement attardé sur certains des visages qui avaient fui le mien quelques heures plus tôt. Une famille, c'est l'acceptation inconditionnelle. Je me suis tournée vers la place vide où aurait dû se trouver Manon. Une petite fille de 7 ans m'a appris ça. Elle m'a appris que la famille, ce n'est pas un héritage que l'on reçoit, c'est un amour que l'on construit, jour après jour. Brique par brique. Un amour qui n'a rien à voir avec le sang, mais tout à voir avec le cœur. Nous avons assez entendu vos leçons de morale, a sifflé Odette, incapable de se contenir plus longtemps. Si tu n'as rien de plus intelligent à dire, assieds-toi. Oh, mais j'ai quelque chose de bien plus intéressant à dire, ai-je rétorqué, mon ton devenant soudainement plus froid, plus incisif. Car la chose la plus fascinante avec les familles, ce sont les histoires qu'elles se racontent. Et surtout, les secrets qu'elles cachent. L'air est devenu électrique. Bastien a posé une main sur mon bras, mais je l'ai ignoré. J'étais lancée, plus rien ne pouvait m'arrêter. Alors, avant de me rasseoir, tante Odette, permettez-moi une dernière question. Une question très simple. Je l'ai fixée, ne la quittant plus des yeux. Ma voix est descendue d'un octave, devenant presque un murmure, mais un murmure qui portait dans toute la pièce. Vous qui êtes la grande prêtresse de la lignée, la gardienne de l'honneur de notre nom. Que diriez-vous si je vous prouvais, ici et maintenant, que le nom que vous portez avec tant de fierté est en partie une imposture?
J'ai plongé la main dans ma poche. Le contact du vieux papier contre mes doigts m'a donné la force finale. La pièce était sur le point d'exploser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le silence dans la salle à manger était si total, si dense, qu'il semblait avoir une présence physique. On aurait pu entendre le cœur battre de chaque personne présente. Odette me dévisageait, ses lèvres serrées formant un trait fin et blanc. Elle essayait de déceler le bluff dans mes yeux, mais elle n'y a trouvé qu'une certitude de fer. « De quelles absurdités parles-tu » a-t-elle articulé d'une voix blanche. « Je ne parle pas d'absurdité » ai-je répondu en sortant lentement le document de ma poche. « Je parle de faits. De registres officiels. » J'ai déplié le papier avec une lenteur calculée. Le bruit du vieux parchemin se dépliant a semblé anormalement fort. Vous nous avez toujours appris à être fiers de notre nom, le nom du bois. Un nom synonyme d'intégrité, de tradition, d'une lignée pure et sans tache, transmise de père en fils. Vous nous avez surtout appris à vénérer la mémoire de votre propre père, notre aïeul, l'homme sur lequel repose tout notre prestige. J'ai levé le document à la lumière. C'est pourquoi je suis si troublée par ce que je lis ici. C'est votre acte de naissance, tante Odette. Il porte bien votre nom. Mais dans la case réservée au père, le nom n'est pas celui que nous connaissons tous. Un murmure d'incrédulité a parcouru la table. Grégoire s'est à moitié levé. C'est scandaleux. Comment oses-tu? Je l'ai ignoré, mes yeux toujours rivés sur Odette. Le nom de votre père biologique, celui qui vous a donné la vie, était Pablo Romero. J'ai fait une pause, laissant le nom infuser dans l'esprit de l'audience. Il était, je cite, artiste peintre. La déflagration a été silencieuse, mais dévastatrice. J'ai vu la couleur quitter le visage d'Odette, la laissant d'une pâleur cadavérique. J'ai vu la certitude dans ses yeux vaciller, remplacée par une panique pure. C'est un faux, a-t-elle crié, sa voix montant dans les aigus. Un faux immonde. Elle a fabriqué ça pour se venger. Pour salir notre nom. Vraiment, ai-je demandé calmement. J'ai tendu le document à mon beau-père, assis à ma droite. Tiens. Regarde par toi-même. Le papier, l'encre, le sceau de la mairie. Penses-tu vraiment que j'aurais pu fabriquer ça en une après-midi? Mon beau-père a pris le document avec une main hésitante. Ses yeux ont parcouru les lignes, puis se sont écarquillés. Sans un mot, il l'a passé à sa voisine. L'acte de naissance a commencé sa tournée macabre autour de la table, chaque père Dieu confirmant la terrible vérité. Chaque regard qui se relevait du papier pour se poser sur Odette était un clou de plus planté dans le cercueil de sa crédibilité. C'est Léandre qui a porté le coup final. Il s'est levé, le visage grave. Ce qu'Élodie dit est vrai, a-t-il affirmé d'une voix forte. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il était l'un des leurs. Sa parole avait du poids. J'ai toujours entendu ma grand-mère parler d'un secret, d'une erreur de jeunesse, de sa sœur Marguerite. Ce soir, j'ai cherché dans ses vieilles affaires. J'ai trouvé un paquet de lettres. Il a sorti de sa poche une des lettres que je lui avais confiées. Des lettres d'amour d'un certain Pablo Romero, qui parlait avec passion de sa fille à naître, qu'il voulait appeler Colombe. Il semble que Marguerite ait préféré un nom plus français. L'intervention de Léandre a anéanti toute possibilité de déni. Odette était piégée, exposée. La femme qui avait banni ma fille pour impureté était elle-même le symbole vivant de ce qu'elle exécrait. Son obsession pour la lignée n'était qu'une surcompensation, une tentative désespérée de masquer sa propre faille originelle. Elle a balayé la pièce du regard, cherchant un allié, un soutien. Mais les visages qui lui faisaient face n'exprimaient plus la peur ou le respect. Il exprimait le choc, la trahison, et pour certains, une lueur de satisfaction malveillante. Elle était seule. Complètement seule. Son visage s'est alors métamorphosé. La panique a disparu, remplacée par une expression de pure haine. Ses lèvres se sont retroussées sur ses dents dans un rictus effrayant. Et puis, elle a fait une chose à laquelle personne ne s'attendait. Elle a éclaté d'un rire strident,
un rire au bord de la folie. Un rire qui promettait que si elle devait tomber, elle n'allait pas tomber seule. Le rire d'Odette a rebondi sur les murs lambrissés de la salle à manger, un son perçant et démentiel. Il a fait taire les murmures, glacé les esprits. Tous la regardaient, fascinés et terrifiés. C'était le son d'un barrage qui cède, d'une structure qui s'effondre sur elle-même. Alors c'est ça, a-t-elle craché, ses yeux brillants d'une fureur malsaine. Vous me regardez tous avec vos airs de grands juges. Vous, ma famille. Bande de lâches et d'hypocrites. Elle s'est redressée de toute sa hauteur, se transformant en une furie vengeresse. Elle a pointé un doigt tremblant vers son neveu, l'homme d'affaires prospère. Toi, Jean-Philippe. Tu oses me regarder comme ça? Crois-tu que j'ai oublié comment tu as convaincu ton propre père de te céder ses parts de l'entreprise pour une bouchée de pain alors qu'il commençait à perdre la tête? Le visage de Jean-Philippe est devenu pourpre. Sa femme le dévisageait, horrifiée. Odette s'est tournée vers une de ses nièces, une femme toujours tirée à 4 épingles qui donnait des leçons de morale à tout le monde. Et toi, Isabelle? Tes voyages humanitaires en Afrique? Crois-tu que nous sommes dupes? Nous savons tous que tu y rejoins ton amant, ce jeune médecin qui pourrait être ton fils. C'était une curée. Une exécution publique. La gardienne de tous les secrets de famille avait décidé de mettre le feu à la bibliothèque. Un par un, elle les a exposés. Les infidélités, les montages financiers douteux, les addictions cachées, les vieilles rancœurs. Des secrets que tout le monde suspectait à demi-mot mais que personne n'avait jamais osé formuler à voix haute. Elle a jeté leur linge sale au milieu de la table, et l'odeur était pestilentielle. La salle à manger a sombré dans le chaos. Les interpellés niaient, criaient, contre-attaquaient. Les conjoints se déchiraient. Les frères et sœurs se jetaient à la figure des griefs vieux de 40 ans. La façade de respectabilité et d'unité familiale a volé en 1000 éclats, révélant un cloaque de jalousie, de mensonges et de haine recuite. Je suis restée à ma place, spectatrice de la destruction que j'avais initiée. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction, un sentiment de triomphe. Mais je ne ressentais rien de tout ça. Juste une immense, une profonde tristesse. J'avais voulu abattre une reine. J'avais détruit un royaume. Au milieu de ce tumulte, Bastien s'est levé. Il n'a pas crié. Il n'a rien dit. Il est venu à mes côtés, a pris ma main, et l'a serrée fort. Puis il s'est dirigé vers la porte. Son geste était simple, mais sa signification était claire. C'était fini. Il choisissait son camp. Il nous choisissait, nous. Sa vraie famille. Je l'ai suivi. Nous avons monté l'escalier, le son de la bataille en bas s'atténuant à chaque marche. Nous sommes entrés dans la chambre de Manon. Elle dormait paisiblement, un léger sourire aux lèvres, rêvant probablement à des choses plus douces que la haine des adultes. Bastien l'a soulevée délicatement, l'enveloppant dans sa couverture sans la réveiller. Nous sommes redescendus. La scène dans la salle à manger était apocalyptique. Des gens pleuraient, d'autres se menaçaient. Odette était assise, seule au milieu du chaos, le regard vide. Elle avait tout détruit, y compris elle-même. Personne n'a fait attention à nous lorsque nous avons franchi la porte d'entrée et que nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit. Nous avons marché jusqu'à la voiture, laissant derrière nous les ruines fumantes de la famille Dubois. En nous éloignant sur la petite route de campagne, j'ai regardé le manoir une dernière fois dans le rétroviseur. Les fenêtres illuminées ressemblaient à des yeux effarés, contemplant leur propre désastre. J'avais gagné. Mais j'avais l'impression que nous avions tous perdu quelque chose cette nuit-là. Le silence dans la voiture était profond, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence plein de choses non dites, un silence de guérison. Bastien conduisait, les yeux fixés sur la bande de lumière que nos phares découpaient dans la nuit normande. Je savais qu'il était en train de faire le deuil d'une partie de sa vie, de la famille qu'il avait connue, ou plutôt, de l'illusion de famille qu'il avait entretenue. Manon dormait toujours à l'arrière, sa présence innocente et paisible étant le seul point d'ancrage dans la tempête que nous venions de traverser. En arrivant à notre appartement parisien aux premières lueurs de l'aube, un sentiment étrange m'a envahi. Ce petit espace, parfois si étouffant comparé aux vastes pièces du manoir, m'a semblé être le plus grand des palais.
C'était notre refuge, notre sanctuaire. Un lieu où les règles étaient les nôtres, où l'amour n'était pas conditionné par le sang ou l'héritage. Les semaines suivantes ont été une période de reconstruction. Nous avons dû expliquer les choses à Manon, avec des mots simples. Nous lui avons dit que la famille de papa était compliquée et un peu triste, et que pour son bien, il était préférable que nous ne les voyions plus pendant un certain temps. Elle a accepté cela avec la résilience incroyable des enfants, posant peu de questions, comme si elle comprenait instinctivement que nous l'avions arrachée à un danger. Lentement, j'ai vu la lumière revenir dans ses yeux, sa joie de vivre insouciante reprendre le dessus. Elle n'a plus jamais parlé de la photo. Nous avons eu un appel de Léandre. Il nous a décrit la suite des événements. La famille avait implosé. Des branches entières ne s'adressaient plus la parole. Des conflits financiers avaient éclaté, basés sur les révélations d'Odette. La vieille femme, quant à elle, vivait recluse dans son manoir, refusant toute visite. Elle avait gagné son dernier combat, elle était enfin seule, entourée des fantômes de sa fierté brisée. Peu à peu, nous avons commencé à construire nos propres traditions. Le dimanche n'était plus synonyme d'obligation familiale angoissante, mais de longues balades au bois de Boulogne, de visites au musée, de crêpes faites à la maison. Nous avons créé notre propre définition de la famille, une définition basée sur des moments partagés, des rires et un soutien sans faille. Nous avons invité Léandre et sa femme, créant un nouveau petit clan, plus petit, mais infiniment plus sincère. Le Noël suivant, alors que nous décorions notre sapin, Manon a accroché une boule qu'elle avait fabriquée à l'école. C'était une photo de nous trois, collée sur un carton en forme d'étoile. C'est notre photo de famille, a-t-elle dit fièrement. J'ai eu les larmes aux yeux. Elle avait tout compris. Cette épreuve m'a profondément changé. J'ai appris que le courage ne consiste pas toujours à endurer en silence. Parfois, le plus grand courage est de dire non. Non à l'injustice, non à la cruauté, non aux traditions toxiques. J'ai appris que pour protéger ceux qu'on aime, il faut parfois être prêt à détruire. Détruire des illusions, détruire des mensonges, détruire des relations qui nous empoisonnent. Ce n'est pas un choix facile, et il laisse des cicatrices. Mais ce sont les cicatrices de la liberté. Mon histoire, c'est celle d'une mère qui est allée en guerre pour sa fille. Mais c'est aussi, et surtout, un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent prisonniers de leur propre famille. Le sang fait les parents, mais il ne fait pas la famille. La famille, c'est un choix. C'est un engagement de chaque jour. C'est le foyer que l'on construit avec le cœur. Et vous? Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour préserver votre bien-être ou celui de vos proches face à votre famille? Quelle est votre définition d'une vraie famille? Partagez vos pensées et vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Chaque témoignage est une lumière pour ceux qui se sentent encore dans l'obscurité. Si mon histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. C'est une façon de montrer votre soutien et cela m'aide énormément. Et pour ne rien manquer de nos prochaines histoires, abonnez-vous à la chaîne. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce chemin difficile. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de la famille que vous avez choisie.